La cité de Dieu de saint Augustin, livre 2, chapitre 20. De l'espèce de félicité et du genre de vie qui plairait le plus aux ennemis de la religion chrétienne. Mais qu'importe aux adorateurs de ces méprisables divinités, aux ardents imitateurs de leurs crimes et de leurs débauches, que la République soit vicieuse et corrompue? Qu'elle demeure debout, disent-ils, que l'abondance y règne, qu'elle soit victorieuse, pleine de gloire, ou mieux encore, tranquille au sein de la paix, que nous fait tout le reste? Ce qui nous importe, c'est que chacun accroisse tous les jours ses richesses pour suffire à ses profusions continuelles et s'assujettir les faibles. Que les pauvres fassent la cour aux riches pour avoir de quoi vivre et pour jouir d'une oisiveté tranquille à l'ombre de leur protection. Que les riches fassent des pauvres les instruments de leur vanité et de leur fastueux patronage. Que les peuples saluent de leurs applaudissements, non les tuteurs de leurs intérêts, mais les pourvoyeurs de leurs plaisirs. Que rien de pénible ne soit commandé, rien d'impur défendu. Que les rois s'inquiètent de trouver dans leurs sujets non la vertu mais la docilité. Que les sujets obéissent aux rois, non comme aux directeurs de leurs mœurs, mais comme aux arbitres de leur fortune et aux intendants de leur volupté. Ressentant pour eux, à la place d'un respect sincère, une crainte servile. Que les lois veillent plutôt à conserver à chacun sa vigne que son innocence, que l'on appelle en justice que ceux qui entreprennent sur le bien et sur la vie d'autrui, et qu'au reste il soit permis de faire librement tout ce qu'on veut des siens ou avec les siens, ou avec tous ceux qui veulent y consentir, que les prostituées abondent dans les rues pour quiconque désire en jouir, surtout pour ceux qui n'ont pas le moyen d'entretenir une concubine, partout de vastes et magnifiques maisons, des festins somptueux, où chacun, pourvu qu'il le veuille ou qu'il le puisse, trouve jour et nuit le jeu, le vin, le vomitoire, la volupté, qu'on entende partout le bruit de la danse, que le théâtre frémisse des transports d'une joie dissolue et des émotions qu'excitent les plaisirs les plus honteux et les plus cruels. Qu'il soit déclaré ennemi public celui qui osera blâmer ce genre de félicité, et si quelqu'un veut y mettre obstacle, qu'on ne l'écoute pas, que le peuple l'arrache de sa place et le supprime du nombre des vivants, que ceux-là seuls soient regardés comme de vrais dieux qui ont procuré au peuple ce bonheur et qui le conservent, qu'on les adore suivant leurs désirs, qu'ils exigent les jeux qui leur plaisent et les reçoivent de leurs adorateurs ou avec eux, qu'ils fassent seulement que ni la guerre ni la peste ni aucune calamité ne trouble un état si prospère. Est-ce là, je le demande, à tout homme en possession de sa raison, est-ce là l'Empire romain? Ou plutôt, n'est-ce pas la maison de Sardanapale, de ce prince livré aux voluptés, qui fit écrire sur son tombeau qu'il ne lui restait plus après la mort que ce que les plaisirs avaient déjà consumé de lui pendant sa vie? Si nos adversaires avaient un roi comme celui-là, complaisant pour toute débauche et désarmé contre tout excès, il lui consacrerait, je n'en doute pas, et de plus grand cœur que les anciens Romains, à Romulus, un temple et un Flamine. Chapitre 21. Sentiment de Cicéron sur la République romaine. Si nos adversaires récusent le témoignage de l'historien qui nous a dépeint la République romaine comme déchue de sa beauté et de sa vertu, s'ils s'inquiètent peu d'y voir abonder les crimes, les désordres et les souillures de toute espèce, pourvu qu'elles se maintiennent et subsistent, qu'ils écoutent Cicéron, qui ne dit plus seulement comme Salluste que la République était déchue, mais qu'elle avait cessé d'être et qu'il n'en restait plus rien. Il introduit Scipion, le destructeur de Carthage, discourant sur la République en un temps où la corruption décrite par Salluste faisait pressentir sa ruine prochaine. C'est le moment qui suivit la mort de l'aîné des Gracques, le premier au témoignage du même Salluste, qui est excité de grandes séditions. Et il est question de sa fin tragique dans la suite du dialogue. Or, sur la fin du second livre, Scipion s'exprime en ces termes: si dans un concert il faut maintenir un certain accord entre les sons différents qui sortent de la flûte,
de la lyre et des voix humaines, sous peine de blesser par la moindre discordance les oreilles exercées, si ce parfait accord ne peut s'obtenir qu'en soumettant les accents les plus divers à une même mesure, de même dans l'État, un certain équilibre est nécessaire entre les diverses classes, hautes, basses et moyennes, et l'harmonie résulte ici, comme dans la musique, d'un accord entre des éléments très divers. Cette harmonie dans l'État, c'est la concorde, le plus fort et le meilleur gage du salut public, mais qui sans la justice ne peut exister. On lit en note, Montesquieu s'est servi de la même comparaison. Ce que l'on appelle union dans un corps politique, dit-il, est une chose fort équivoque. La vraie est une union d'harmonie qui fait que toutes les parties, quelque opposées qu'elles nous paraissent, concourent au bien général, comme des dissonances dans la musique qui concourent à l'accord total. Fin de citation de Grandeur et décadence des Romains. Scipion développe quelque temps cette thèse pour montrer combien la justice est avantageuse à un État et combien tout est compromis quand elle disparaît. Alors, l'un des interlocuteurs, Philus, prend la parole et demande que la question soit traitée plus à fond, et que par de nouvelles recherches sur la nature du juste, on fixe la valeur de cette maxime qui commençait alors à se répandre, qu'il est impossible de gouverner la République sans justice. Scipion consent que l'on discute ce problème, et il ajoute qu'à son avis, tout ce qu'on a dit sur la République n'est rien, et qu'il est impossible de passer outre si on n'a pas établi non seulement qu'il n'est pas impossible de gouverner sans justice, mais qu'il est impossible de gouverner sans prendre la justice pour règle souveraine. Cette question remise au lendemain est agitée avec grande chaleur et fait le sujet du 3e livre. Philius prend le parti de ceux qui soutiennent qu'une république ne peut être gouvernée sans injustice, après avoir déclaré toutefois que ce sentiment n'est pas le sien. Il plaide de son mieux pour l'injustice contre la justice, tâchant de montrer par des raisons vraisemblables et par des exemples que la première est aussi avantageuse à la République que la seconde lui est inutile. Alors Laelius, sur la prière de tous, entreprend la défense de la justice et fait tous ses efforts pour démontrer qu'il n'y a rien de plus contraire à un État que l'injustice et que sans une justice sévère, il n'y a ni gouvernement ni sécurité possible. Cette question paraissant suffisamment traitée, Scipion reprend son discours et recommande cette courte définition qu'il avait donnée dans la République, c'est la chose du peuple. Or, le peuple n'est point un pur assemblage d'individus, mais une société fondée sur des droits reconnus et sur la communauté des intérêts. Ensuite, il fait voir combien une bonne définition est utile dans tout débat, et il conclut de la sienne que la République, la chose du peuple, n'existe effectivement que lorsqu'elle est administrée selon le bien et la justice, soit par un roi, soit par un petit nombre de grands, soit par le peuple entier. Mais quand un roi est injuste et devient un tyran, comme disent les Grecs, quand les grands sont injustes et deviennent une faction, ou enfin quand le peuple est injuste et devient lui aussi un tyran, car Scipion ne voit pas d'autre nom à lui donner, alors non seulement la République est corrompue, comme on l'avait reconnu la veille, mais au terme de la définition, la République n'est plus, puisqu'elle a cessé d'être la chose du peuple pour devenir celle d'un tyran ou d'une faction, le peuple lui-même, du moment qu'il devient injuste, cessant d'être le peuple, c'est-à-dire une société fondée sur des rois reconnus et sur la communauté des intérêts. Lors donc que la République romaine était telle que l'a décrit Salluste, elle n'était pas seulement déchue de sa beauté et de sa vertu, comme le dit l'historien, mais elle avait cessé d'être. Suivant le raisonnement de ces grands hommes, c'est ce que Cicéron prouve au commencement du 5e livre, où il ne parle plus au nom de Scipion, mais en son propre nom. Après avoir rappelé ce vers d'Ennius, Rome a pour seul appui ses mœurs et ses grands hommes.